Alors, bienvenue. Donc, pour le troisième cas clinique, on va parler d'un jeune patient avec une histoire familiale positive qui n'aime pas les médicaments. Et pour ce faire, on a invité Dr. Jean Grégoire, qui est cardiologue à l'Institut de cardio. Dr. Grégoire. Oh, merci beaucoup, Dr. Fournier. Donc, on traite exactement d'un jeune patient avec histoire familiale positive. Et beaucoup de ces patients-là, comme beaucoup de nos patients, ne veulent pas prendre ou n'aiment pas prendre des médicaments. Les objectifs d'apprentissage sont les suivants: de connaître la signification et l'interprétation du score calcique coronarien et de savoir comment l'utiliser dans sa pratique clinique. Donc, je commence avec une question interactive qui est la suivante. Donc, l'un de ces patients n'est pas candidat au dépistage par le score calcique. Donc, patient à risque intermédiaire de Framingham, donc un risque de 10 à 19 %. Patient à faible risque, âgé de 38 ans, avec une histoire familiale précoce de coronaropathie, et patient sans manifestation cardiovasculaire, mais avec un risque de Framingham de plus de 20 %. Faites vos choix. Lequel n'est pas candidat au dépistage? Et on a 35 % pour patients à risque intermédiaire de Framingham qui ne seraient pas un candidat. Patients à faible risque, âgés de 38 ans avec histoire familiale précoce, c'est seulement 4 %. Et les patients au risque, c'est 62 %. Donc, effectivement, les patients qui ne sont pas candidats, vous allez voir, selon la recommandation des lignes directrices, c'est le patient à haut risque de plus de 20 % qui n'est pas le candidat. Donc, pour illustrer encore ce volet, on parle d'un patient de 42 ans qui est asymptomatique, qui est non-fumeur. Il a une histoire familiale positive. Son père a eu des pontages coronariens à l'âge de 51 ans et il a un de ses frères qui a fait un infarctus aigu du myocarde à 47 ans. Il ne prend aucun médicament et dit faire de l'exercice sur une base occasionnelle. Sa tension artérielle est à 134/74, une fréquence cardiaque à 68, son IMC est à 29, son A1C est à 5,8 %, un débit de pression numérulaire qui est de plus de 60, et son bilan lipidique révèle un cholestérol total à 5,3. Son HDL est à 0,9, donc c'est inférieur à 1 et c'est considéré comme bas pour un homme. Les triglycérides à 1,2. Son LDL est au-dessus de 3,5 mmol par litre et le calcul de son non-HDL révèle une valeur de 4,4 mmol par litre. Si on calcule son score de risque de Framingham, il a 6,7 %. Mais parce qu'il a une histoire familiale précoce de coronaropathie, on va doubler le pourcentage et donc ça nous donne un risque de Framingham de 13,4 % qui correspond à un risque modéré ou intermédiaire. Et son score de calcification coronarienne qui a été fait révèle une valeur à 112 unités Armstrong. Donc, si on regarde les images qu'on peut obtenir chez un patient au niveau du score calcique, puis le score d'Agglestone, qui est le score, au fond, qui nous permet habituellement d'avoir le résultat de notre score calcique. Donc, on a notre patient à gauche qui, ici, c'est une image d'un patient qui n'a aucune calcification coronarienne, un score calcique qui est à 0. Celui du centre a un score calcique qui est entre 0 et 100, donc un score calcique qui est à 35. Et on voit une légère calcification à la portion proximale de l'interventriculaire antérieur. C'est le tronc commun. Et notre patient à l'extrême droite a un score calcique de plus de 1000 et qui a des calcifications très extensives au niveau du tronc commun, de l'interventriculaire antérieur et de la portion proximale de la coronaire circonflexe. Donc, 3 patients avec des valeurs de risque qui sont très différentes. Premier point qui est important à retenir, c'est que lorsqu'on regarde l'exposition à la radiation, lorsqu'on fait un score calcique, donc ça se fait habituellement avec une tomodensitométrie, c'est un examen qui prend quelques secondes à faire et l'exposition est de moins de 1 millisievert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on regarde l'exposition que l'on a comme humain en marchant à l'extérieur pendant l'été puis pendant toute l'année, l'exposition annuelle de la radiation environnementale, c'est 3 millisieverts. Donc, ça veut dire que c'est très, très peu de radiation. Donc, ça, c'est le premier point. On ne va pas exposer donc, notre patient à un risque très élevé au niveau de la radiation lorsqu'on va lui faire un score calcique coronarien. Donc, une donnée qui est très importante, c'est que le score calcique coronarien qui est à 0,
c'est le meilleur marqueur prédictif négatif de reclassification du risque cardiovasculaire, et ça vient d'une étude qui est l'étude de Messa. L'étude de Messa, c'est une grosse étude en prévention primaire où on avait évalué près de 7000 patients, principalement aux États-Unis, et les critères d'inclusion, on a regardé ces patients-là entre 2000 et 2002, et on les a suivis jusqu'à temps qu'on ait un premier événement, ou jusqu'à décembre 2013. On a 50% de femmes. On avait une population de patients entre 45 et 84 ans. On avait très, très peu de patients qui étaient sous hypolipémia et c'était majoritairement des patients à risque intermédiaire. Donc, on a regardé dans cette étude une panoplie de marqueurs pour essayer de stratifier le risque chez les patients. On a regardé, entre autres, l'intima média, on a regardé la dilatation médiée par le flot, on a regardé l'indice tibio-brachial, l'HSCRP. Dans ce temps-là, lorsque ça avait été publié, on avait l'homoustéine qui était à la mode. Donc, ces patients-là devaient avoir une homoustéine qui était basse. Les BNP, l'absence de microalbuminurie, absence d'histoire familiale, histoire familiale négative de coronaropathie précoce, pas de syndrome métabolique. Et qu'est-ce qu'on observe, c'est que les populations de patients qui avaient un score calcique qui était à 0, qui est la ligne du bas ici, lorsqu'on regardait l'évolution à long terme, c'était ces patients-là qui étaient le moins à risque de développer des manifestations cardiovasculaires. Donc, les patients qui avaient un score calcique qui était à 0, c'était des patients qui étaient moins à risque et pour lesquels on pouvait permettre une reclassification du risque à la baisse. Donc, grosse étude de validation de marqueurs qui démontre que le score calcique à 0, c'est très bien. On a une autre étude ici qui a été publiée en 2015 où on a regardé une population de patients de près de 10 000 patients et on a regardé le suivi à long terme, mais au niveau de la mortalité en lien à une maladie cardiovasculaire. Puis on regarde les patients, entre autres, qui ont un score calcique qui est à 0 versus les patients qui ont un score calcique de plus de 0. Donc, près de 10 000 patients, majoritairement des patients asymptomatiques. C'est une cohorte de patients qui étaient à faible risque et à risque intermédiaire. Leur âge moyen, c'était autour de 50 ans. On a près de 60% d'hommes. Et les patients qui avaient un score calcique à 0 sur un suivi de 15 ans prospectif, on a observé moins de 5% d'infarctus ou de mortalité principalement au niveau cardiovasculaire, alors que les patients qui avaient un score calcique plus grand que 0, mais c'était facilement 3 fois plus de décès. Donc, encore une fois, score calcique à 0, sur le pronostic à long terme, c'est un facteur qui est excessivement favorable. L'autre élément, c'est la probabilité de maladie cardiovasculaire athérosclérotique sans événement par catégorie de score calcique. Donc, on suit ici une population sur un total de plus de 12 ans. C'est encore des données récentes publiées en 2017. Et qu'est-ce qu'on regarde? C'est que les patients qui ont un score calcique de plus de 100 ont actuellement un risque de manifestation cardiovasculaire qui est d'environ 2 et plus par année, alors que les patients qui ont un score calcique de plus de 300, si on les suit sur un total de 10 ans, environ 30% des patients vont avoir eu une manifestation cardiovasculaire comme telle. Donc, qui démontre que le score calcique, c'est vraiment associé à un meilleur pronostic lorsque le score calcique est à 0. Et les patients qui ont un score calcique qui est de plus de 0, dépendant de l'importance de leur score calcique, on voit que cela a un impact significatif sur leur devenir cardiovasculaire. Donc, la validation du score calcique coronarien, ce que l'on sait, c'est qu'on a une panoplie d'études qui ont regardé l'évaluation directe de la présence d'athérome par le biais du score calcique coronarien et on sait que ça va améliorer de façon significative la sélection des patients qui peuvent bénéficier d'un agent hypolipémiant. On sait que le score calcique, sans contraste, c'est sensible, c'est reproductible et ça apporte une valeur ajoutée au calcul de risque cardiovasculaire de Framingham. Le score calcique a la puissance ou la meilleure puissance de reclassification parmi les marqueurs de risque cardiovasculaire disponibles, que ce soit l'intima média, l'indice tibio-huméral, l'HSCRP, et ce, principalement pour la population qui est à risque modéré ou à risque intermédiaire. Et l'autre donnée, c'est que l'augmentation du score calcique coronarien est directement proportionnelle à la hausse du risque d'événement. Et pourquoi on regarde les calcifications coronariennes? Parce que lorsqu'on développe de l'athérosclérose, on va exprimer des nouveaux gènes et un de ces gènes exprime de l'ostéopontine. Donc, l'ostéopontine, si on se rappelle de la synthèse osseuse,
c'est une substance qui contribue à la formation d'ossification comme telle. Donc, c'est pour ça qu'on a un lien entre la présence de plaques d'athérosclérose et la présence de calcification. Et plus on a un score calcique qui est élevé, plus on a de plaques. Il faut bien faire la différence entre des plaques calcifiées et une attrition de la lumière par rapport aux plaques. Donc, lorsqu'on a un score calcique élevé, ça signifie qu'on a de l'athérosclérose. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a des blocages au niveau des artères coronariennes. Ça, la différence est importante. Et nous, comme hémodynamiciens, j'ai souvent des patients qui sont référés parce qu'ils ont des scores calciques élevés, mais ces patients-là sont asymptomatiques et je m'aperçois qu'ils n'ont eu aucun test fonctionnel pour évaluer l'impact de leur calcification sur le flot coronarien. Donc, avant d'envoyer un patient en hémodynamie parce que le score calcique était à 500, il faudrait envisager, surtout chez les patients asymptomatiques à risque intermédiaire, d'envisager de faire un test fonctionnel pour voir l'impact de ces plaques d'athérosclérose sur le flot coronarien. Donc, interprétation du score calcique coronarien, la corrélation entre le score calcique coronarien et la plaque d'athérosclérose. Ce que l'on sait, qu'un score calcique de plus de 0 confirme la présence d'une plaque d'athérosclérose. Donc, c'est sûr que si vous avez plus que 0, vous avez des plaques et on a une augmentation proportionnelle du score calcique en fonction donc de la présence de plaques et on a démontré tantôt qu'on a un lien entre le niveau du score calcique et la hausse du risque d'événements cardiovasculaires. Un score calcique de plus de 100, c'est associé à un risque annuel d'événements, on parle de plus de 2 % dans les 2 à 5 ans. Donc, c'est quand même pas négligeable comme tel. Et ce que l'on sait, c'est que chez ces patients-là, il faut absolument encourager la prise en charge intensive et agressive de la totalité des facteurs de risque de la coronaropathie. On parle beaucoup ici des lipides, mais beaucoup de patients que vous savez qui ont des facteurs de risque ont plus que les lipides, ont d'autres facteurs qu'il faut adresser comme tels. Et un score calcique de plus de 300, on l'a montré tantôt, c'est un patient à risque très élevé qui a une chance de développer un événement sur 10 ans de mortalité cardiovasculaire ou d'infarctus de près de 30 %. Le corollaire, c'est qu'un score calcique de 0, ça ne signifie pas que notre patient n'a pas de plaques. On peut avoir des plaques jeunes, des plaques molles, des plaques qui pourraient théoriquement rupturer et donner des événements, mais ça demeure la meilleure valeur prédictive négative en ce qui concerne le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, c'est quand même rassurant d'avoir un score calcique à 0. Et le taux d'événement n'est pas nul comme tel. Donc, on va parler d'un taux d'événement d'environ 1,5 % sur 10 ans. Donc, c'est un faible taux d'événement, mais ce n'est pas nul. Puis encore une fois, il faut s'assurer que notre patient, on adresse la totalité des facteurs de risque de la coronaropathie. Quelle est la recommandation de la Société canadienne de cardiologie sur le dépistage des calcifications coronariennes? Bien, on a 3 volets. Première chose, c'est que le dépistage des calcifications coronariennes par tomodensitométrie peut être envisagé, on ne dit pas doit être, peut être envisagé pour les adultes asymptomatiques, âgés de plus de 40 ans, exposés à un risque intermédiaire de Framingham ou modéré de 10 à 19,9 %, chez lesquels la décision d'instaurer un traitement pharmacologique est incertaine. Donc, ça, c'est la première recommandation. Deuxièmement, le dépistage du score calcique coronarien par tomodensitométrie ne doit pas être fait, et ça, c'est bien important, chez les personnes à haut risque. Donc, quand vous avez un patient qui a un risque de Framingham de plus de 20 %, en théorie, ce patient-là devrait recevoir un traitement avec une statine et on ne devrait pas faire un score de calcification coronarienne. Un patient qui est préalablement traité avec une statine, on n'a aucune indication de faire ce genre de test. Et les patients qui ont déjà eu des manifestations de vasculopathie, il y a 0 indication. Et la grande majorité des adultes asymptomatiques à faible risque ne devraient pas avoir de score calcique. Il y a une petite parenthèse pour cette catégorie. On dit que le dépistage du score calcique coronarien peut être envisagé pour une sous-population de patients à faible risque, âgés de moins de 40 ans, ayant des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires prématurées, donc
chez les hommes, premier degré, moins de 55 ans, femmes, moins de 65 ans, en plus de déterminer justement les causes génétiques de maladies cardiovasculaires chez eux, qui peuvent être des caractéristiques associées à l'hypercholestérolémie familiale ou les taux élevés de la Lp(a). Je suis désolé, je retourne ici. On a des limites au niveau du score calcique. On a peu d'études randomisées comparées à un placebo qui a démontré qu'un traitement par statine diminue le risque cardiovasculaire chez le sujet avec score calcique élevé. Ça, il faut le savoir. On n'a aucun essai clinique qui permet de recommander l'arrêt d'un traitement par statine si le score calcique est égal à 0. Donc, nous, dans les recommandations canadiennes, même un patient qui serait préalablement traité avec une statine et pour lequel son score calcique était à 0, on n'encourage pas l'arrêt de la thérapeutique. Remarquez qu'aux États-Unis, dans leurs recommandations, on suggère que ça peut être le cas. Le traitement par statine ne diminue pas les calcifications coronariennes. Ça, c'est bien, bien important. Par conséquent, il n'y a pas d'indication de refaire l'examen pour évaluer l'efficacité du traitement. Donc, on ne refait pas un score calcique pour voir si le fait d'avoir traité notre patient intensivement a été associé à une absence de progression des calcifications ou une régression de celle-ci. On n'a pas d'indication. Et l'autre problématique que l'on a, puis on l'a vu tantôt dans une des présentations, le score calcique coronarien n'est pas uniformément disponible ou uniformément financé au Canada. Il n'existe pas d'analyse coût-efficacité représentative du contexte canadien. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si on se base sur des données américaines sur le coût d'un score calcique coronarien aux États-Unis, c'est 60 $ US. Donc, souvent, on dit que c'est excessivement dispendieux les soins de santé aux États, mais vous pouvez être sûr qu'aux États-Unis, un score calcique, c'est peu dispendieux. C'est pour ça qu'on a beaucoup de patients qui sont des visiteurs aux États-Unis qui nous reviennent avec un score calcique parce que cet examen-là est facilement disponible et très peu onéreux. Donc, si on revient à notre patient, ce patient-là a un risque de Framingham qui est modéré, donc un risque entre 10 et 19,9 %. Son LDL cholestérol est de plus de 3,5 mmol par litre. Il a également un non-HDL cholestérol de plus de 4,2 mmol par litre. Et il a un score calcique qui est à plus de 100 avec une histoire familiale positive prématurée de coronariopathie. Et ce patient-là a donc une indication formelle de recevoir un traitement avec une statine dans le but d'améliorer son devenir cardiovasculaire. Et c'était, Dr. Fournier, ma dernière diapositive. Merci beaucoup, Dr. Grégoire. Alors, je vais lancer de nouveau la période de questions avec nos panélistes. Il y a une question, justement, vous avez mentionné, Dr. Grégoire, tantôt qu'un patient à risque élevé ne devrait pas nécessairement avoir un score calcique, mais advenant le cas, justement, où notre patient aurait fait un score calcique, qu'il est bas et qu'il est, selon notre classification, à haut risque, comment on peut essayer de le convaincre de l'importance de devoir le traiter? Oui, je pense qu'à partir du moment où on dit qu'il est bas, mais qu'il n'est pas à 0, je pense que ce patient-là devrait être traité. Donc, un score calcique qui n'est pas à 0 est un score calcique qui est quand même préoccupant. Et si votre patient est à risque élevé et son score calcique n'est pas à 0, je pense qu'il faut le traiter comme tel. Où ça deviendrait un peu embêtant, c'est justement le patient qui a un risque élevé et qui a un score calcique à 0 comme tel. Mm-hmm. Il demeure néanmoins qu'il a d'autres facteurs de risque de la coronariopathie vraisemblablement. Et on a quand même les statistiques en lien avec un score de Framingham qui est élevé. Et ce patient-là, moi, j'aurais tendance à le traiter quand même. Docteur Houssin? Oui, bien, dans la situation un peu rare où le score serait de 0 avec un risque élevé, qu'un patient vraiment un peu récalcitrant, la recherche de plaques carotidiennes, je concède, Jean, qu'effectivement, c'est pas un aussi bon marqueur discriminatif que le score calcique, mais si ça revenait positif et que le patient regarde sa plaque, ce que je fais souvent, ça peut être un argument additionnel. Parce qu'on peut avoir, comme tu le sais, puis comme tu l'as dit, des plaques non calcifiées. Et donc, ça permettrait peut-être de faire valoir aux patients que son risque cardiaque est réellement élevé, même s'il n'y a pas
encore de calcification. Il y a le calcul de l'intima média, mais ça, il faut qu'il soit distinctement anormal, clairement, pour justifier un traitement puis convaincre un patient. Mais une plaque de plus de 1,5 mm, selon les critères officiels, ou encore une plaque qui donnerait 50 des degrés de sténose, ça peut être un facteur additif dans la décision. Qu'est-ce qui est bien du score calcique lorsque c'est disponible chez les patients en prévention primaire comme expérience? Que nous, à l'Institut, on est quand même assez privilégiés. Si on demande un examen de médecine nucléaire chez un patient en prévention primaire, pour X raisons, notre patient va avoir un score calcique. Oui. Donc, c'est fait de façon systématique. Automatique, c'est ça, oui. Automatique. On ne demande même pas. On ne demande même pas. Non, et ça, donc, ça nous aide beaucoup parce que souvent, on a la discussion comme tous les médecins, là, les infirmières, tout ça, sur cet après-midi, les gens sont rébarbatifs souvent à prendre des statines en prévention primaire parce qu'ils ont entendu mauvaise presse, puis le voisin, la voisine et compagnie. Absolument. Et lorsque le score calcique est élevé, bien, je vous dirais, c'est un très bon argument pour discuter sur l'indication de prise d'un médicament. Et ça facilite grandement la discussion lorsqu'on l'a. Et ça aide beaucoup à évaluer également le risque. Puis étant donné qu'on a des statistiques quand même prospectives sur le risque attribuable selon l'importance du score calcique, mais c'est assez vendeur quand c'est le temps de suggérer à un patient d'être traité agressivement. Absolument. Juste à titre informatif financier, tu as mentionné 60 $ aux États-Unis. Au Canada, en général, dans les centres privés, c'est 200 à 250 que je sache là, pour les patients que j'ai envoyés le coût. L'autre chose, c'est qu'on avait parlé, entre autres, du Dr Bocage, je disais tantôt que c'est plus ou moins facile d'accès. Je vous dirais que de plus en plus, j'ai l'impression que ça doit devenir accessible parce que avant ça, c'était pas entériné par des lignes directrices nationales. Et depuis qu'on a justement ce type de lignes directrices, je pense que ça encourage les différents centres à rendre accessible cet examen. Des fois, c'est en radiologie, des fois, c'est en médecine nucléaire, mais l'important, c'est que ça soit du moins divulgué adéquatement là, avec le score d'Egglestone, puis le pourcentage en fonction justement de ce score-là, et également le mettre également en per diem selon donc la population avec un âge identique, selon une population avec donc des caractéristiques similaires. Jean, pourrais-tu mentionner, tu sais, dans la presse récemment, même la presse non médicale, où il est question de calcification coronarienne chez les sportifs? Oui. On a, c'est un peu paradoxal, mais on pense que les gens qui s'entraînent, on pense de surentraînement beaucoup, là. On parle beaucoup des gens qui sont ultramarathoniens, les gens qui font des Ironman, tout ça, qui auraient une observation que ça faciliterait ou ça favoriserait les calcifications vasculaires comme telles. Je pense qu'on n'a aucune idée exactement du mécanisme comme tel, mais ça démontre que trop d'une bonne chose, c'est peut-être pas requis. Et on va avoir de plus en plus de données sur les gens qui se surentraînent. Parce que lorsqu'on parle d'un surentraînement, on parlait de quelqu'un qui fait plus de 10 heures d'exercice intense par semaine. Puis, il y en a qui font 20, 30, 40 heures. Puis, c'est certain que à la longue, c'est peut-être défavorable comme tel. Mais le mécanisme exact, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont plus de connaissances que moi sur ça, mais on sait qu'il y a une relation entre le surentraînement et la présence de calcification. Docteur Trudeau, vous aviez un commentaire peut-être là-dessus ou autre chose? Ah, Docteur Bocage était avant moi. Oui, mais Pierre n'est pas... Pierre, active ton micro. Oui, merci, j'avais oublié. Merci. En fait, je vais répondre à votre question par rapport à la calcification. Pour moi-même avoir été en recherche fondamentale dans un laboratoire où on s'est intéressé à l'hypertension systolique isolée. On avait créé un modèle, on avait repris un modèle plutôt de calcification vasculaire où on avait une calcification au niveau des gros troncs à aorte, carotide et certains vaisseaux, là, même jusqu'au dans le polygone de Willis. Et en l'espace de peu de temps, chez des
chez des rats, on créait une calcification importante. Et bon, je vais peut-être faire sursauter des cliniciens, là, mais on utilisait le coumadin pour faire ça. Puis, évidemment, on les traitait aussi avec la vitamine K pour empêcher des hémorragies. Où je veux en venir avec tout ça, c'est que on regardait différents types de traitements pour voir si en même temps on était capable de régresser cette calcification-là. Puis, je pense qu'à ce jour, ce type d'hypertension-là qu'on retrouve chez les personnes âgées, vous devez le voir sur vos patients. Là. Il y a beaucoup de patients qui ont une pression systolique très élevée avec une diastolique qui reste même des fois, qui commence à être plus basse que la normale. Donc, clairement, on a un phénomène de calcification dans les gros troncs. Donc, probablement, ce qui se passe dans les coronaires quand on fait un score calcique, ça doit être aller un peu dans le même sens du point de vue mécanistique. Et je sais que l'ostéopontine était un élément grandement impliqué au niveau moléculaire. Donc, il y avait une hypothèse qui avait été émise du point de vue clinique. Est-ce que avec la ménopause chez la femme, chez l'homme en vieillissant, est-ce qu'il y aurait un mouvement du pôle calcique au niveau des os se dirigeant vers les tissus mous, donc les valves, vers les tissus mous, c'est-à-dire de collagène comme dans la aorte, dans d'autres vaisseaux coronariens plus importants, de calibre plus important. Par contre, ça a l'air un peu loufoque, là, ce mouvement-là de pôle calcique, mais il y a sûrement quelque chose qui se produit parce qu'on observe l'ostéoporose chez les personnes âgées, puis en même temps, on observe des calcifications dans des tissus comme dans les valves aortiques, puis dans les gros vaisseaux de conductance, aorte, coronaire, carotide. Donc, mais je pense que c'est intéressant. J'ai hâte de voir, moi, si dans les prochaines années, de renverser cette calcification-là. C'est quelque chose qui va être exploré puis quelque chose qui pourrait être bénéfique. Luc, quelque chose à dire, commenter? Oui, rapidement, 2 petites questions. Ça touche un peu à ce que Dr. Bocage a discuté. On se souviendra de la méta-analyse il y a quelques années chez les gens qui prenaient plus de calcium par jour pour l'ostéoporose, l'ostéopénie. Notamment, on disait, prenez pas plus qu'un comprimé, n'excédez pas 500 mg en supplément parce que ça peut amener plus d'événements coronariens. Est-ce que c'est un dépôt de calcium? Est-ce qu'on observe ça, un dépôt de calcium dans les coronaires de ceux qui prennent trop de suppléments calciques? Moi, je ne peux pas répondre, là. Je ne suis pas au courant du tout. Je ne sais pas si d'autres sur le panel sont en mesure de répondre à ça. Les méta-analyses qui avaient été faites suite à cette publication-là, c'est un groupe de Nouvelle-Zélande en particulier qui avait démontré ça, n'avait pas démontré de façon statistiquement significative avec l'intervalle de confiance qu'il y avait réellement une augmentation du risque cardiovasculaire. Et à l'opposé, pour faire suite à ça, avec la vitamine D, on avait un peu de l'impression inverse, mais encore là, avec un intervalle de confiance qui recoupe l'unité, mais qui était du côté protecteur. Ça fait que l'histoire de l'hypercalcémie, il ne faut pas le dépasser 1400 mg par jour, là, globalement, mais que ça augmente vraiment les calcifications vasculaires ou le risque cardiovasculaire, c'est probablement surfait comme problématique. Mm-hmm. Et ma deuxième question rapide, est-ce qu'on parle encore de l'indice tibio-brachial? C'est pas suffisamment sensible. Pour avoir un index tibio-brachial anormal, il faut qu'il y ait une lésion hémodynamique de au moins 50 %. Donc, c'est clairement moins sensible qu'une échographie Doppler carotidienne qui va aller chercher un intima média augmenté puis des plaques. Néanmoins, si on faisait une échographie fémorale ou palpitée, puis ça a été fait dans l'étude ARIC, il y a une corrélation. Mais encore là, l'index tibio-huméral, ça prend une maladie là, importante, là, de telle façon que quand on est rendu là, on a aussi une microalbuminurie. La maladie est avancée. J'ose espérer qu'on aura détecté les patients avant que l'ITH baisse. Donc, le CAC, le score coronarien est nettement supérieur. Le Jean l'a superbement expliqué. En deuxième ligne, personnellement, je recommande plutôt recherche de plaques carotidiennes parce que c'est quand même assez bon. Et c'est pas comme la HSCRP qui est non spécifique, comme la microalbuminurie qui est pour moi vraiment pas sensible. J'ai arrêté de faire ça, sauf chez des patients hypertendus ou diabétiques, comme il a déjà été dit plus tôt, je pense, aujourd'hui.
Une question de l'auditoire ici. On demande quel test diagnostic faites-vous lorsqu'il y a un score calcique qui est élevé? Vous avez mentionné, Dr. Grégoire, de faire une investigation, là, mais vers quoi on devrait tendre là, comme investigation? Bien, si le patient est complètement asymptomatique, théoriquement, souvent, ça dépend de l'importance puis de l'intensité comme telle, puis des autres facteurs de risque de coronariopathie. J'ai un patient, par exemple, qui désirait également s'entraîner. C'est certain que le score calcique, c'est surtout une identification du risque, puis d'une indication de traiter de façon intensive ou autre. Donc, si on a des calcifications qui sont importantes, ben, on pourrait toujours rechercher la présence d'ischémie myocardique si on voulait. Donc, le lien que j'ai fait tantôt, qui était assez important, parce qu'on en a beaucoup de patients qui sont juste référents en hémodynamie basés sur un score calcique élevé. Puis je pense que c'est essentiel, si on envisage d'aller plus loin puis d'envisager un test invasif tel qu'une coronarographie, de faire un test fonctionnel. Mais un patient au questionnaire qui est complètement symptomatique, le score calcique, au fond, c'est une indication de dire, ce patient-là, je dois adresser les facteurs de risque de coronariopathie, je dois abaisser CLDL cholestérol, je dois m'assurer que sa tension est bien contrôlée, on adresse les facteurs de risque et on n'a pas d'indication formelle d'investiguer comme tel. Là. Un patient qui a des symptômes, un patient qui veut s'entraîner de façon intensive, qui veut changer ses habitudes de vie, mais je pense que ça pourrait être une bonne indication d'évaluer la présence d'ischémie myocardique ou non. Il y a une question qui m'est posée ici par les gens de l'auditoire. Des fois, on va demander des scans, on va demander des radiographies de l'abdomen, puis là, on va découvrir des calcifications au niveau de l'aorte, par exemple, ou en tout cas au niveau des artères coronaires. On se pose la question à ce moment-ci, comment on doit interpréter ça, là? Ça, c'est une excellente question. Puis, je vous dirais que dans les études, les recommandations sont majoritairement faites pour les patients qui ont des manifestations cliniques de vasculopathie. Donc, ça, on parle de maladies subcliniques comme telles. Il reste néanmoins que d'avoir des calcifications vasculaires, c'est absolument pas normal. Et lorsqu'on regarde, nous, dans le niveau des lignes directrices, on a discuté beaucoup de ce volet-là. Et la grande majorité des gens étaient plutôt d'accord pour dire que ces patients-là, il faut les traiter. Mais ça demeure controversé parce qu'on n'a pas d'études vraiment prospectives chez les patients asymptomatiques pour lesquels on a trouvé des calcifications. Moi, je suis plutôt un tenant du traitement, mais j'aimerais savoir ce que les autres du panel pensent comme tel. Bien, moi, j'aime beaucoup cette question-là, Jean, parce qu'on reçoit une foule de références pour ça. Et il y a une étude qui avait comparé calcification carotidienne avec des calcifications aortiques et les risques cardiovasculaires. Mais dans cette étude-là, j'insiste pour dire qu'ils avaient gradé le degré des calcifications aortiques de 1 à 4. Et c'est pas ce que l'on reçoit, bien sûr, sur un scan de l'abdomen ou une échographie de l'abdomen où on nous dit calcification, ça peut être légère, modérée, mais dans la seule étude donc que je suis au courant, ça avait été quantifié, puis il y a un lien. Donc, ça vient renchérir ce que tu viens de dire, que d'avoir des calcifications, c'est pas normal. Mais vu que je reçois beaucoup de consultations comme ça, je complète personnellement par une échographie carotidienne qui est mieux quantifiée pour aider, voire même un score calcique. Bref, une évaluation cardiovasculaire globale standard qu'on est censé faire. Je pense que de voir des calcifications mérite qu'on se pose la question, mais vu que c'est pas quantifié, on peut difficilement tout le temps prendre des bonnes décisions juste sur un rapport de scan qui dit calcification aortique. Alors, on voit ça des dentistes aussi, panorex, calcification carotidienne. Là, ça, c'est un peu plus dangereux parce que sur un panorex, calcification carotidienne, en général, il y en a, mais j'ai eu beaucoup de calcifications de ganglions qui n'étaient pas dans la carotide. Alors, on réassure les patients à ce niveau-là.